la salle d'attente. Voilà, donc normalement c'est bon. Alors on peut arrêter la transcription par contre. Arrêtez la transcription. Et donc là l'enregistrement est en cours et à la fin du coup il faudra bien sauvegarder l'enregistrement. Ça va s'enregistrer dans ta session ou dans la mienne, je ne sais pas. Et on fait quoi après juste à la fin, il faudra que tu ailles dans Autre, arrêter l'enregistrement à ce moment-là. Et c'est tout. oui. Il faudra juste que tu fasses ça et normalement ça va s'enregistrer. Tu auras peut-être une fenêtre qui te dira mettre dans vos fichiers, je sais pas quoi. Dans ce cas, il faudra dire oui. Oui, ok. Voilà. Et après on verra, sinon je me reconnecterai avec la session. Et tu peux aller ici du coup. Super. Pour mettre, je pense que tout le monde va voir. Ok. Ah, donc là ça marche. On est dispo. Camille, tu m'appelles si t'as besoin. Ok, non, bah, ça va. Là, est-ce que. Attends, je vais voir si Teams. Tout le monde nous entend pas en Teams? Ils vont pas répondre. Oui, moi je vous entends. Ah, bah super. Au niveau du volume, peut-être on peut. Non, ça va le volume? C'est-à-dire que oui. Ok, à tout à l'heure. La colline qui doit arriver. La papa. Si elle a son badge. Elle a son badge, je pense que c'est ça. Volume, je sais pas. Est-ce qu'en termes de volume, c'est bon pour ceux qui sont sur Teams? Oui, on vous entend bien. Bon, bah très bien, on va démarrer. Ok, alors bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de la mort encéphalique. Alors je précise tout de suite qu'on va parler uniquement du patient qui est en état de mort encéphalique en termes de donneur d'organes et pas des autres catégories de Maastricht parce que vous le savez, on est là en tout cas sur Mondor, en passe de faire du Maastricht 3, mais on l'abordera pas aujourd'hui parce que ça peut tenir en un cours à lui tout seul sur précisément ce qu'est le Maastricht 3. Donc on va se concentrer sur la mort encéphalique, les particularités des malades en EME, leur prise en charge en réanimation. Et surtout, on va passer en tout cas des différentes étapes qui se passent dans la vraie vie, que sont comment est-ce qu'on fait le diagnostic, comment est-ce qu'on prend en charge les donneurs, de l'annonce diagnostique jusqu'au bloc opératoire. OK. L'important, c'est de bien comprendre la séquence dans laquelle il faut faire les choses et ensuite, les particularités médicales de ces malades. Donc le cours, il est organisé de manière un petit peu, chronologique et c'est volontaire, pas à pas, il va suivre les étapes, diagnostiques. OK. On va commencer par, un petit peu d'épidémiologie, mais rapide. Je vais passer rapidement parce que c'est très dur de tenir le cours en 1 heure, surtout si vous avez des questions. Hésitez quand même pas à m'arrêter parce que d'habitude, je suis plutôt, debout, je gesticule. Là, au vu de l'enregistrement et du micro, je vais rester assis. Donc, on l'a dit, le cours va partir du diagnostic des mort encéphalique pour aller jusqu'au prélèvement. Voici un petit peu, le plan que va suivre le cours. On va commencer par des données un peu d'épidémiologie. Donc, quelques rappels. Quels sont les patients qui aujourd'hui peuvent donner leurs organes? Donc il y a plusieurs catégories. On va dire que la catégorie qui est encore majoritaire aujourd'hui, c'est le patient qui est en état de mort encéphalique. D'accord? Ce sont des chiffres de 2022, parce que ce sont les derniers chiffres, officiels que nous avons, parce que tous les ans, l'Agence de la biomédecine rédige un rapport avec les chiffres officiels, mais il y a toujours une année de décalage, le temps que toutes les données soient traitées. Donc tous les ans, au mois de décembre, on a le rapport annuel de l'agence, qui nous donne ces chiffres-là. Donc, pour l'instant, c'est ceux de 2022. Vous avez, bien sûr, et on le fait aussi sur Henri Mondor, des donneurs vivants, comme, dans la France entière. On peut donner de manière vivante son rein, hein, ça vous l'avez vu, au bloc opératoire et même éventuellement son foie. Le foie peut être splitté, même du vivant. Alors c'est rare, mais ça arrive.
Euh, ce qu'on appelle des donneurs en classe Maastricht 2, ça, on n'en fait quasiment plus. On en a fait, même sur Mondor. Et puis, on n'en fait plus. C'est des donneurs qui étaient en arrêt cardiaque, retrouvés en arrêt cardiaque devant témoin, massés, non récupérés, et qui étaient, après un accord de la famille, soit sur place, soit par téléphone, cannulés avec une ECMO et transférés au bloc directement en vue du prélèvement d'organes. Voilà. Donc ça, on a arrêté d'en faire pour plein de raisons. Des délais de traite très courts, des événements assez traumatisants pour les familles, et des résultats sur la greffe qui étaient moyennement satisfaisants. Euh, voilà. Et puis la dernière partie, vous voyez qu'elle n'existait pas en 2013 et qu'elle apparaît gentiment en 2015 avec Annecy, qui est la catégorie Maastricht 3. Ce sont des patients qui sont donneurs d'organes après une limitation thérapeutique. J'en parle juste là, après j'en parlerai plus. Donc c'est des patients qui vont bénéficier d'une limitation thérapeutique. On va extuber, dont le cœur va s'arrêter. Et au bout de 5 minutes d'arrêt cardiaque authentifié, on leur met une ECMO artério-veineuse avec un ballon d'occlusion aortique pour éviter de reperfuser le cerveau. Et on transfère le patient au bloc sous CEC, donc sous ECMO artério-veineuse, en vue de prélever soit le poumon, le foie, les reins et le pancréas. Aujourd'hui, c'est ce qui est prélevable en catégorie Maastricht 3. OK. Et donc ça a commencé en 2015 en France avec Annecy, et puis il y a un essor croissant, puisqu'on est face à une pénurie de donneurs, j'y reviendrai. Et donc, on a aujourd'hui en France, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, 52 centres ouverts, et on a quand même, l'Agence de la biomédecine a quand même pour objectif d'en ouvrir plusieurs, parce que les résultats sur les greffes issues de donneurs Maastricht 3 sont très bons. Parce qu'il y a des ischémies chaudes et froides qui sont beaucoup plus courtes qu'avec les maladies en encéphalique. Juste le ballon d'occlusion intra-aortique pour arrêter de perfuser le cerveau, j'ai pas compris. Il est où exactement ce ballon? Et ben, il se trouve au niveau de l'aorte et on le fait monter au-dessus du diaphragme. Ok. Donc ça évite de reperfuser le cerveau. Ah Tu oui. peux le monter plus haut. Généralement, on le monte au moins au niveau du cœur parce il faut maintenir une perfusion des artères bronchiques si tu veux prélever les poumons. Mais globalement, il faut absolument qu'il n'y ait pas de revascularisation du TABC. Ok. OK. Et donc les trois troncs supra-aortiques. Exactement. Exactement. Là, c'est les chiffres un petit peu en France sur les patients qui sont recensés et les patients qui sont prélevés. Est-ce que vous connaissez la différence? Qu'est-ce qu'un malade recensé? Oui. Exactement. Donc, c'est des patients qui sont en état de mort encéphalique. Voilà, donc qui, en théorie, alors après, on verra toutes les causes qui nous empêchent d'aller au prélèvement, mais qui, en théorie, sont donneurs. Donc, c'est tous les patients qui sont en état de mort encéphalique. Donc, vous voyez, on est à un peu moins de 3000 malades par an. Et ensuite, vous avez le ratio de malades qui sont éteinement encéphaliques, qui donc réellement ont été prélevés. Et là, vous voyez que malheureusement, sur tous les patients potentiellement donneurs, on en a, on va dire, au moins 30%, un peu plus, qui du coup ne vont pas au don. Je dirais presque 50%, 3000 et 1500, dont au moins un organe a été greffé dans les suites. Oui, alors le taux d'opposition, on y reviendra, mais le taux d'opposition national, il est aux alentours de 33%. En Île-de-France, là, actuellement, cette année, là, sur les chiffres en réel, on dépasse les 50% d'opposition. J'ai dit opposition, c'est les gens qui ont spécifié sur le site. Non, alors on discutera à la fin de tout le volet opposition, famille, etc. Mais on y reviendra après. Je spoile pas parce que sinon ça perd du sens dans le cours. Mais on reviendra sur ces questions-là. Donc 33% national pour le moment, globalement, et en Île-de-France, un peu plus, 50%. Quelles sont les causes de passage en état de mort encéphalique? La première cause, ça reste quand même des causes vasculaires. Donc soit de l'accident vasculaire ischémique, soit de l'accident vasculaire hémorragique.
En tout cas, il faut s'imaginer, on le verra un peu dans la physiopathie de l'étalement encéphalique, quelque chose dans le cerveau qui prenne de la place, qui fasse augmenter la pression intracrânienne et qui, par ce biais-là, va altérer la perfusion du cerveau. Donc, on comprend bien que les causes vasculaires, hémorragiques ou ischémiques donnent de l'œdème ou du sang, et donc ça prend de la place, ça augmente la pression intracrânienne. Vous avez les causes traumatiques, donc les traumas crâniens, pour la même raison. Vous allez avoir des hématomes intracrâniens, des hématomes sous-duraux. Vous pouvez avoir de l'œdème cérébral sur des lésions axonales diffuses. Euh, voilà par quel biais est médié le passage en état de mort encéphalique sur des causes traumatiques. Vous avez bon, des intoxications, ça reste quand même plus rare, et des causes diverses de passage en état de mort encéphalique, mais qui sont plus médiées par de l'œdème cérébral, mais d'origine médicale. Ok. Et quand on dit aussi les causes vasculaires, il peut aussi y avoir l'arrêt cardio-respiratoire, donc les causes anoxiques, où là, vous avez un arrêt du cœur et donc un œdème cytotoxique sur la lisse cellulaire neuronale. Voilà. Mais j'ai envie de dire que ça rentre dans les causes vasculaires où il y a eu un arrêt cardiaque et où il y a eu une augmentation de l'œdème cérébral par anoxie. Donc, je ne reviens pas en détail sur les catégories de Maastricht, on l'a vu. Là, c'est les définitions littéraires, on va dire. Donc, je vous l'avais dit, les possibilités de donner les organes de leur vivant. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une augmentation du nombre de donneurs vivants au niveau du rein. La chute ici, bien entendu, on l'explique par la crise Covid. Voilà, donc une activité qui réassocionne, et on l'espère qu'elle réatteindra les chiffres qui précédaient la crise Covid. Donc, on voit bien que sur nos patients, on a, on va dire, environ 50% des malades qui sont effectivement prélevés. On a un taux d'opposition qui est aux alentours de 33%. Et ensuite, ce qui nous empêche d'aller au don, vous pouvez avoir des contre-indications médicales sur des antécédents du donneur. Vous pouvez avoir des incidents médicaux au cours de la prise en charge qui altèrent le fonctionnement des organes et qui font que les organes, de facto, ne sont plus prélevables. Et vous avez d'autres causes, des causes judiciaires, par exemple, qui empêchent d'aller au don d'organes. Donc, il faut essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons essayer d'influencer ces chiffres-là pour augmenter le nombre de donneurs. Donc, sur l'opposition, campagne d'information et prise en charge des proches, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites. On peut penser qu'elles le sont peut-être pas suffisamment ou pas, mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites par l'agence, par les coordinations hospitalières du prélèvement d'organes. À titre local, moi je suis médecin coauteur du prélèvement d'organes ici. On fait des journées de sensibilisation au sein de l'hôpital. L'équipe de coordination se déplace dans des entreprises, dans des collèges, dans des lycées. Donc, à notre échelle locale, on fait ce qui est dans notre possible pour en tout cas informer la population et les pousser à se positionner en faveur ou en défaveur du don. Voilà, notre rôle s'arrête là. On n'est pas là pour faire du prosélytisme, mais simplement pour informer et que chaque individu soit en mesure au cours de sa vie de se positionner pour ou contre le don d'organes. Voilà. Après, les raisons d'adhésion ou de non-adhésion, elles sont propres à chacun et il faut les respecter. Là, en tout cas, on fait notre travail. Sur les antécédents, depuis ces 15-20 dernières années, on a quand même élargi les critères de prélèvement parce qu'il a été mis en place des machines de perfusion d'organes qui ont pu permettre de prélever des organes sur des patients qui avaient des antécédents cardiovasculaires, diabète, hypertension, qui, il y a quelques années, ne pouvaient pas donner leurs organes et qui aujourd'hui, de par l'allongement des temps d'ischémie froide, peuvent permettre de donner des organes, notamment via des machines de perfusion rénale, des machines de perfusion hépatique et même des machines de perfusion pulmonaire. Et donc ça, c'est assez récent. Donc ça, on a essayé de remédier aux contre-indications médicales en élargissant les critères, ce qu'on appelle des donneurs à critères élargis. Avant, il y avait des limites d'âge qui étaient beaucoup plus restreintes sur certains organes, et là, on les a étirés vers le haut
sans pour autant que ce soit, entre guillemets, de mauvais organes et que les résultats en greffe sont pas bons. Parce qu'effectivement, ça sert à rien de greffer des malades si, in fine, la survie des patients greffés n'augmente pas plus. L'objectif de tout ce qu'on aborde ici, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients greffés et de ne pas leur faire prendre de risques. Ça, c'est en tout cas l'objectif absolu et qu'il faut toujours avoir en tête. C'est la sécurité et l'amélioration des données. Là, sur des incidents médicaux en cours de réanimation, certes, le pourcentage est faible, mais c'est là où notre réanimation du patient donneur d'organes doit permettre de diminuer les incidents, ou en tout cas diminuer le nombre de patients qui ne vont pas au bloc opératoire par des problèmes de prise en charge médicale qu'on peut optimiser. Donc, c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, la prise en charge des donneurs en mort encéphalique en réanimation. Alors là, c'est très important. Je dirais que c'est presque la slide la plus importante du diapo. C'est qu'est-ce que la mort cérébrale? Donc les Anglais, ils appellent ça le whole brain death. Donc c'est la mort intégrale du cerveau. Et c'est très important. En France, en tout cas, et je dis bien en France, elle se base sur la destruction à la fois du tronc cérébral qu'on voit ici, qui va nous donner des signes cliniques d'arrêt de fonctionnement du tronc cérébral et je dis bien et en même temps, un diagnostic paraclinique basé sur la destruction de l'encéphale, du cortex cérébral. La petite animation où on vous dévoile qu'on peut faire effectivement des électroencéphalogrammes, on y viendra par la suite. Donc à la fois, tout d'abord, des critères cliniques basés sur la destruction du tronc cérébral, associés à des critères paracliniques qui attestent de la destruction du non-fonctionnement du cortex cérébral, de l'encéphale. Ça, c'est vraiment très important. Donc la physiopathe, je vous l'ai dit tout à l'heure, la physiopathologie, pardon, puisqu'on a enregistré, on ne peut pas utiliser d'acronyme. La physiopathologie, elle est fondée sur l'augmentation de la pression intracrânienne, qui va nous donner, par altération de la perfusion cérébrale, une ischémie cérébrale d'évolution caudale. On se répète un petit peu. Vous allez avoir ce qu'on appelle le réflexe de Cushing, qui va être une adaptation physiologique à l'augmentation de l'HTIC. Pourquoi? Parce que quand vous avez, d'après l'équation, la perfusion cérébrale qui est altérée via l'augmentation de la pique, parce que la PPC, c'est égal à la PAM moins la pique. Vous imaginez bien que si la pression intracérébrale augmente, vous allez avoir de manière physiologique une augmentation de la PAM pour maintenir une pression de perfusion cérébrale constante. Puisque le cerveau est un organe noble qui a pour seul objectif d'être perfusé en continu, quels que soient les facteurs extérieurs de l'altération de la perfusion. Donc jusqu'à une certaine limite, il va y avoir ce qu'on appelle l'autorégulation cérébrale, médiée par l'activation du système nerveux sympathique qui va créer une HTA pour maintenir une PPC constante, quel que soit le débit sanguin cérébral. Ça marche un temps. C'est-à-dire que quand les mécanismes de compensation sont dépassés et qu'effectivement, la pique devient supérieure à la PAM malgré les systèmes physiologiques de compensation, vous allez avoir une diminution de la pression de perfusion et donc une ischémie, une oligémie, une ischémie, puis finalement une lyse cellulaire, une nécrose des cellules neuronales. OK? Donc là, on va être sur la phase clinique. Donc effectivement, vous avez de l'œdème cérébral, du sang qui augmente votre perfusion, qui altère votre votre pression de perfusion cérébrale, pardon. Vous allez avoir une ischémie cérébrale, un engagement cérébral et donc une atteinte du tronc cérébral. Et donc comment est-ce qu'on va l'authentifier? On va l'authentifier cliniquement par une disparition des réflexes du tronc cérébral. Lesquels sont-ils? Donc vous avez le tronc cérébral, vous avez le mésencéphale ici, le pont et le bulbe, et vous allez avoir, dans la majorité des cas, une disparition progressive du haut vers le bas des réflexes du tronc cérébral. Au dépend, je ne vous fais pas l'affront de vous détailler toutes les paires crâniennes qui sont issues, qui font appel à des rappels anatomiques quand on était étudiant en médecine. La disparition du réflexe photomoteur. Donc là, vous allez avoir, quand on éclaire la pupille,
une disparition de ce réflexe-là. Là, je vous mets des réflexes qui seront présents. Vous voyez bien que là, le réflexe présent, vous allez avoir un passage en myosis quand vous éclairez la pupille, ce qui, lors de l'altération du mésencéphale, ne se fera plus. Donc, il est en mydriase bilatérale aréactive, donc c'est le réflexe photomoteur qui est aboli. Le réflexe oculocéphalogire qui est aboli. En temps normal, quand vous allez incliner la tête du patient d'un côté ou d'un autre, vous allez avoir les yeux qui vont aller dans le sens inverse, comme les yeux d'une poupée. Et là, ça ne sera pas le cas. Là, les yeux vont rester fixes quand vous tournez la tête du malade. Le réflexe cornéen, là, on descend un petit peu plus sur le tronc cérébral, on est au niveau du pont et au début du bulbe. Donc là, c'est la stimulation cornéenne, soit par un petit peu de sérum physiologique, soit en passant délicatement une compresse sur la cornée. En temps normal, vous allez avoir l'œil qui se ferme. Lorsqu'il est aboli, vous n'avez aucune réaction de la paupière. Attention à ne pas toucher les cils, parce que le réflexe ciliaire peut être conservé, alors que le réflexe cornéen est aboli. Et d'autre part, faites attention quand vous stimulez la cornée d'y aller délicatement, parce qu'il faut quand même avoir que potentiellement c'est un patient qui pourra donner sa cornée. Donc, il ne faut pas léser la cornée en testant le réflexe cornéen. Ça, oui. Non, c'est pas un réflexe du tronc. Vous allez avoir le réflexe oculocardiaque. Le réflexe oculocardiaque, c'est quand il est présent, on comprime très fort les globes oculaires en mettant les doigts sur la paupière du patient et vous allez avoir une diminution de sa fréquence cardiaque quand il est présent. Quand il est absent, vous avez beau avoir appuyé, la fréquence cardiaque ne bouge pas. Attention, quand vous testez ce réflexe-là, s'il est présent, il peut être très puissant. Et vous allez avoir, attendez pas que la fréquence cardiaque diminue pour relâcher, parce que vous pouvez très bien, sur un réflexe, on va dire, très puissant, occasionner une pause systolique, voire un arrêt du cœur sur ce réflexe qui est présent. Donc sur votre scope, dès que vous voyez que les complexes s'élargissent, c'est qu'il est présent, vous relâchez. Attendez pas, parce qu'une fois qu'il est enclenché, si vous partez pas de très haut en termes de fréquence cardiaque et que vous avez un réflexe qui est important, vous partez par exemple de 60-70 de fréquence cardiaque, attendez pas d'avoir 32 fréquences pour relâcher. Dès que ça baisse de 5 ou 10, vous relâchez, c'est qu'il est présent. Okay. Moi, généralement, je le teste en toute fin, quand les autres réflexes ont disparu, pour s'assurer qu'il est plus présent. Vous allez avoir le réflexe de tout qui est aboli. Donc ça, comment est-ce qu'on fait pour tester le réflexe de tout chez votre patient qui est intubé ventilé? Vous l'aspirez. C'est pas tant le fait d'introduire une sonde dans la sonde d'intubation qui va le faire tousser, c'est quand vous avez votre sonde d'aspiration qui va finalement toucher votre trachée et ça va déclencher le réflexe de tout. Là, vous pouvez enfoncer votre sonde d'aspiration jusqu'à la garde dans le tuyau et donc toucher la carène et le malade ne toussera pas. Et pour finir, le réflexe de ventilation spontanée, on va s'attacher un petit peu à ce dernier parce que on va le tester d'une manière un peu particulière en faisant ce qu'on appelle une épreuve d'hypercapnie. Donc ça, on va y revenir. Donc ça fait partie des critères cliniques de mort cérébrale qu'il faut absolument s'assurer avant d'aller plus loin. Si vous avez ces réflexes du tronc cérébral, on s'arrête là. C'est que le malade n'est pas en état de mort encéphalique clinique. OK? Donc là, je ne veux pas entendre parler d'examen paraclinique si ces critères cliniques ne sont pas présents. Donc je vous l'ai dit, dans la plupart des cas, on a une disparition caudale de ces réflexes du tronc cérébral. Est-ce que vous savez comment on fait une épreuve d'hypercapnie pour tester l'absence de ventilation spontanée? L'idée, c'est ça. Alors en pratique, on n'arrête pas vraiment le respire, on le verra pourquoi. Mais l'idée, c'est ça, c'est effectivement d'arrêter l'assistance artificielle et de voir si le malade reprend une ventilation spontanée. Pourquoi il reprendra une ventilation spontanée? OK, ouais. Enfin, c'est des récepteurs, c'est les récepteurs, à la capnie qui sont, très puissants,
Mais c'est surtout médié, je suis d'accord avec toi, surtout médié par l'acidose. Donc le CO2 est un vecteur, mais c'est à la fois l'hypercapnie et surtout l'acidose qui est un très puissant stimulus de la reprise de la ventilation spontanée. Ok. Donc l'idée, effectivement, c'est celle-là. Alors en France, il n'y a pas de limite de PCO2. Voilà. Les Canadiens retiennent 60, mais encore une fois, il n'y a pas de chiffre à l'arrêt. Ce qui est important, c'est de mesurer l'évolution entre le moment où tu commences et le moment où tu fais ton deuxième gaz du sang. Donc en pratique, on va tout d'abord pré-oxygéner le patient. C'est-à-dire qu'on va lui augmenter ses réserves en oxygène pour qu'il puisse tenir cette période, on va dire, d'apnée, parce que si réellement il n'a plus la capacité de reprendre une ventilation spontanée, eh ben, il va plus s'oxygéner, il va s'acidifier. Et donc, on préoxygène le malade, on le met en 100% d'FiO2 sur le respirateur pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, on fait un gaz du sang de départ pour voir d'où on part en termes de pH et de capnie. Ensuite, on va débrancher le malade du respirateur. Alors, en pratique, ça, on ne le fait pas. Tu peux le faire si ton respirateur n'est pas en mesure d'inhiber la ventilation d'apnée. Normalement, aujourd'hui, ils le sont tous, en tout cas ceux qu'on a à Mondor. Il y a juste parfois quelques petits maquets, des petits respirateurs qui, par sécurité, quand le malade s'arrête de respirer, tu as un délai de 30 secondes ou 1 minute que tu peux régler. Mais au-delà de ce temps-là, le respirateur va tout de suite repasser en respiration de sécurité en VAC. Donc ceux-là, on peut pas faire ce qu'on fait là, mais dans les autres respirateurs, et normalement, à Mondor, on n'a que ceux-là, on peut inhiber la ventilation d'apnée, et donc du coup, mettre le malade en apnée en étant branché, et donc en maintenant une pression expiratoire positive pour éviter le dérecrutement pulmonaire. Parce que tu t'imagines bien que si tu débranches le respirateur et tu mets juste un nez artificiel avec un petit peu d'oxygène, tu vas dérecruter tes poumons. Et donc ça peut être péjoratif en vue d'un prélèvement pulmonaire. Donc, dans l'idée, on le faisait avant, parce que tu dis débrancher le patient et mettre juste un petit peu d'oxygène sur la sonde. En pratique, là, on va mettre en VS7 et ensuite, on inhibe la ventilation d'apnée et on regarde le patient. On regarde le patient respirer. Donc, on attend. On laisse passer 10, 15, 20 minutes. On refait un gaz du sang pour attester que le patient est bien acide. Généralement, quand on a un pH aux alentours de 7,20, c'est quand même suffisant pour reprendre une ventilation spontanée. Ou en tout cas, il faut qu'on ait un delta entre le gaz du sang initial et le gaz du sang d'arrivée qui est suffisamment important. Juste si à la base, sur le gaz de départ, tu dis qu'il faut un pH normal, si un patient a une alcalose métabolique, ou une acidose, enfin, peu importe dans quel sens, est-ce que tu normalises le pH avant de... Alors, il faut essayer de normaliser le pH, mais dans des zones normales. C'est-à-dire, on ne va pas se borner à un 7,35. S'il a 7,36, ça ne va pas. On va dire 7,35, 7,45 de pH. Pour savoir d'où on part, d'avoir une fourchette, on va dire, physiologique. Mais vous savez bien que vos patients BPCO, ils ont une réserve métabolique qui est plus importante, ils sont spontanément un peu plus alcalins, et donc c'est pour ça que c'est un peu aberrant de fixer une norme très réduite, très ferme. Ce qui est important, c'est la variation de pH, mais effectivement dans des domaines, on va dire, physiologiques initialement. Donc 7,35, 7,45 de pH. OK. Au départ. Complètement, tout à fait, c'est une très bonne remarque. On le verra, cette épreuve d'hypercapnie, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si cette épreuve n'est pas tolérée par le malade et qu'on risque de perdre potentiellement les organes, on peut dire qu'elle n'est pas aboutie. Il faut essayer de la faire, mais elle n'est pas aboutie. OK? Et dans ces cas-là, on rebranche le patient. Là, on l'a dit, c'est faire une ventilation protectrice. C'est sorti dans le JAMA en 2010. Il y avait 2 groupes. Un groupe alors à l'époque, hein, c'était 2010, il y avait un groupe qui était ventilé en 10-12 minutes kilo et un autre groupe qui était ventilé en 5-6 minutes kilo, avec des épreuves de dérecrutement, de débranchement du malade. Globalement, il y avait une qualité des greffons pulmonaires qui était moins bonne dans le groupe non ventilation protectrice. Aujourd'hui, c'est pour ça que je ne vous ai pas détaillé l'histoire, c'est que
on ventile plus à 12 000 kilos. Je veux dire, c'est passé dans les mœurs. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Mais donc, l'idée, c'est de maintenir des poumons ouverts et d'avoir une réanimation protectrice sur les poumons pour améliorer les greffons pulmonaires derrière. Donc voilà, on a fini les critères cliniques de mort cérébrale. Donc là, votre patient, il est en état de mort encéphalique clinique. On verra juste les facteurs confondants qu'il faut éliminer pour pouvoir le faire. Mais sur notre démarche diagnostique, on en est là. Maintenant, on va aborder les particularités des malades qui sont en état de mort encéphalique clinique. Et ça, il faut y être attentif parce qu'il faut prévenir les familles de ces complications-là, prévenir les infirmiers qui s'en occupent, parce que là, on rentre dans des spécificités que vous ne verrez que chez ce type de patient. Donc, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle le réflexe de Lazare, qui, dans la littérature biblique, était apparenté à un miracle avec la résurrection de Lazare. Finalement, c'est pas du tout un miracle, nous, sur nos patients. C'est simplement un automatisme médulaire. C'est-à-dire qu'à une stimulation nociceptive ou non, vous allez avoir une moelle qui va donner des influx un peu désordonnés. Et donc, vous pouvez avoir, malgré la mort cérébrale, des mouvements, donc soit des réflexes osteoendocrineux qui soient très vifs, un Babinski, des patients qui vont bouger quand on va les toucher, quand on va les aspirer. Et qui peuvent, ça peut aller jusqu'à un malade qui se redresse dans son lit, qui lève le bras. Ça nous est déjà arrivé, hein, de patients qui étaient en état de mort encéphalique, où on n'a pas été prêt au prélèvement et on a par exemple extubé le malade dans le cadre d'un arrêt des thérapeutiques dans ces cas-là, et où à l'extubation, quand on retire le tuyau, le patient lève le bras. Donc tout ça, il faut prévenir la famille. C'est une des raisons pour lesquelles aussi au bloc opératoire, lorsqu'on prend en charge un PMO, un malade qui est donneur, un prélèvement multi-organes, on va curariser le patient pour justement à l'incision qu'il n'y ait pas ces mouvements qui peuvent surprendre les chirurgiens, les anesthésistes, les ibodes, et que tout le monde se pose des questions, alors même qu'on a bien attesté par les examens cliniques et paracliniques que le patient est état encéphalique. OK? Donc ça, c'est des réflexes qui sont attendus, qui peuvent arriver, et il faut prévenir à la fois les familles et prévenir les internes, les familles, les infirmières, parce que ça peut être très, très délétère que le diagnostic d'état de mort encéphalique soit remis en cause. Et ça peut créer des soucis, de la confusion auprès de tous. L'orage catécholaminergique. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir au cours de l'engagement cérébral. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est l'orage catécholaminergique? Comment ça se manifeste? Non, pas spécialement. Non. Ça peut arriver, mais ça rentre dans le champ d'une autre, on va dire pas complication, mais d'une autre particularité du patient en état de mort encéphalique, qui est le diabète insipide, mais on y revient juste après. Donc l'orage catécholaminergique, il faut s'y préparer parce qu'il peut être violent, il peut arriver. C'est lors de l'engagement cérébral. Vous allez avoir donc le cerveau qui va descendre par le foramen magnum de par l'augmentation de la pression intracrânienne, et vous allez avoir donc une ischémie, d'abord du tronc cérébral, et donc là, vous allez avoir une destruction des noyaux du 10 qui va abolir l'activité freinatrice parasympathique. Donc, vous savez que dans votre organisme, là, au moment où je vous parle, vous avez une balance équilibrée entre le système sympathique et parasympathique. Là, vous allez avoir un déséquilibre de cette balance, puisque l'activité freinatrice va être abolie par la destruction des noyaux du vague. Donc, vous n'allez plus avoir d'activité parasympathique, et donc vous n'allez avoir qu'une activité sympathique. Donc, c'est l'équivalent, comme si vous mettiez le malade sous adré, que vous lui fassiez des bolus, que vous lui faites des bolus d'adrénaline. Donc, vous allez avoir une stimulation sympathique très intense qui va engendrer une tachycardie, une hypertension artérielle, des patients qui vont faire des troubles du rythme, qui peuvent monter jusqu'à 250, 300 de systole. Et puis tout d'un coup, alors là, les infirmières vont vous dire: «Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tolère cette hypertension artérielle?» Et puis, brutalement, vous allez avoir une chute de l'activité sympathique par une ischémie de la moelle cervicale haute en dessous du tronc cérébral,
où là, vous avez les noyaux qui vont gérer l'activité sympathique. Et donc, vous allez avoir une chute brutale d'activité sympathique, vous allez avoir une abolition totale de tout le système nerveux autonome. Et donc, brutalement, vous allez passer d'un malade très hypertendu, très tachycarde, à un malade qui va devenir brutalement très vasoplégique, parce que plus d'activité sympathique circulante. OK? Et donc ça, il faut s'y préparer dans la mesure où, si vous n'y êtes pas préparé, vous n'allez pas savoir quoi faire quand le malade va brusquement être hypotendu. Donc maintenant, à la sortie de secours, si vous avez un patient qui est dans un contexte d'engagement cérébral et que le malade est très hypertendu, vous allez dire à l'infirmière: «Prépare de la noradré, parce que ça peut s'arrêter brutalement et il faut se préparer à l'après et à la grande vasoplégie». OK? Alors ce tableau-là, il est pas parfois, il n'est pas aussi caricatural que je vous le décris. Ça peut arriver et c'est important de le prendre en charge rapidement parce que sur la grande vasoplégie à l'arrêt de l'activité sympathique, vous pouvez avoir déjà une hypoperfusion très importante sur les organes potentiellement greffables. Vous pouvez avoir un arrêt cardiaque. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même se préparer à un orage catécholaménergique violent qui peut être délétère pour le donneur potentiel. OK? Il nous est arrivé des arrêts cardiaques lors de la chute de l'activité sympathique qui effectivement alors moi, il m'est arrivé, hein, de pratiquer un massage cardiaque de courte durée, le temps que la noradré arrive, que le remplissage arrive et que leur cœur reparte. OK? Ça peut arriver. Si je dis pas de bêtises, le système sympathique, il est au niveau de la moelle thoraco-lombaire et là en fait, c'est les noyaux qui sont dans la moelle cervicale, Oui, c'est ça? oui, Et donc quand il y a une ischémie de la moelle cervicale, heu, le système thoraco-lombaire n'est plus alimenté en gros, c'est ça? oui, oui, OK. tout à fait. Bah, ils sont plus situés juste sous la moelle cervicale, hein. Thoracolombaire, bah, après tout dépend où tu te situes ton thorax, hein, parce que si tu veux, le pont est là, le cervical est là, le thoracolombaire, on est juste en dessous. Donc c'est par contiguïté, tu vois? Je sais pas réellement au millimètre près où ils sont placés sur la moelle cervicale haute, mais ils sont répartis tout le long de cette moelle-là. Donc la question, est-ce que c'est délétère de laisser le patient en orage catécholaminergique sans le traiter, avec des résistances, systémiques, très élevées, pendant l'orage? C'est une question qu'on s'est posée, dans la mesure où potentiellement on peut prélever le cœur. Est-ce qu'il y a un impact de laisser le malade, à, plus de 200 de tension, très tachycarde, de manière prolongée, chez des patients chez qui on peut potentiellement prendre le cœur? Alors, la réponse, on va dire, c'est mieux de le traiter, mais attention, ça ne repose pas, encore une fois, sur des données dans la littérature qui sont très solides. Les données dans la littérature, déjà, elles sont peu nombreuses parce que c'est pas évident de faire, des études sur des patients états de mort encéphalique parce qu'il y en a déjà pas beaucoup, qu'il faut obtenir, les autorisations, et surtout, il y a peu de malades. Donc ça repose sur quoi? Ça repose sur, une étude qui est parue dans Transplantation en 2006. Alors, au-delà des études, c'est un concept physiopathologique, ça peut ne pas paraître aberrant de traiter une HTA de manière, très limitée dans le temps, en limitant la post-charge cardiaque, pour, préserver le greffon cardiaque. Alors ça repose sur ça, sur le fait que sur des malades chez qui, on traite l'orage catécholaminergique, c'est ce groupe-là, Autonomic Storm Treatment et Autonomic Storm non traité, on a une survie à 2 mois post-greffe cardiaque qui est significativement plus importante dans le groupe où le patient a été traité. Alors, je suis bien d'accord avec vous il y a plein d'autres causes qui expliquent qu'on ait un meilleur taux de survie à 2 mois, post-greffe cardiaque d'un malade qui a été traité pendant 10 minutes par, bêta-bloquant de courte durée d'action. Enfin, ça n'empêche qu'on peut quand même essayer de réfléchir sur des patients, dont l'orage catécholaménergique se prolonge. Est-ce que ça peut être bénéfique de contrôler sa pression artérielle? En pratique, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des bêta-bloquants de courte durée d'action, du Brevibloc, mais ça m'est arrivé de le faire. Dans la plupart des cas, l'orage catécholaménergique s'arrête avant même qu'on ait eu le temps de le préparer. OK? C'est juste dans l'hypothèse où ça se prolonge.
D'accord? Et pourquoi des antihypertenseurs de courte durée d'action? Parce que si vous donnez des antihypertenseurs de longue durée d'action et que vous avez une activité sympathique qui diminue, vous allez courir après, d'autant plus sur la vasoplégie qui est liée à la chute de l'activité sympathique, associée à vos effets de vos traitements antihypertenseurs. Donc il faut les manier avec prudence et c'est pour ça que des bêta-bloquants de courte durée d'action sont le médicament de choix. Alors, on ne le sait pas. Il n'y a pas de règle, c'est propre à chaque patient. Généralement, plus l'engagement est brutal, plus l'orage est violent. Mais ça peut durer de quelques secondes à quelques minutes à quelques heures. Alors, on va voir le retentissement de la mort encéphalique après l'orage cholaminergique sur votre donneur et sur vos organes. Donc, vous pouvez avoir, on l'a vu, une instabilité hémodynamique, mais qui est vraiment multifactorielle. Elle peut être à la fois liée à l'hypovolémie et le diabète insipide, ça on le verra, à la baisse du tonus sympathique, aux perturbations hormonales, on le verra, parce que ça joue aussi sur l'axe hypothalamo-hypophysaire qui n'est plus fonctionnel en cas de mort encéphalique, une altération de la... Vous pouvez avoir des dysfonctions myocardiques liées au passage en état de mort encéphalique, et on le verra, et liées à une inflammation, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes en mort cérébrale et qu'il y a une lise des cellules neuronales qui crée de l'inflammation. Donc, l'instabilité dynamique de votre donneur, elle est multifactorielle. On va reprendre ces éléments point par point en accélérant un petit peu parce qu'il y a encore pas mal de choses à aborder. Vous pouvez avoir une atteinte myocardique avec une réelle sidération myocardique en lien avec la décharge adrénergique de votre état de mort encéphalique. Donc, vous allez avoir des lésions d'ischémie-reperfusion, des anomalies du calcium et du phosphore liées au diabète insipide, on le verra, qui peuvent induire des dysfonctions de contractilité myocardique. Le rôle des hormones thyroïdiennes, il y a des papiers qui sont sortis comme quoi il y a réellement une perturbation du système endocrinien, mais sans pour autant qu'il y ait un bénéfice à apporter des hormones thyroïdiennes dans ce cas-là. Et alors sur l'immunostimulation et de donner, on va dire, des immunomodulateurs, pareil, des études qui vont pas à l'encontre. C'est séduisant sur le plan physiopathologique. En pratique, pour le moment, ça ne marche pas. Et vous pouvez avoir réellement l'équivalent d'un Takotsubo avec des altérations myocardiques qui sont très importantes, surtout chez des malades jeunes avec des orages violents et qui récupèrent. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'un patient, un jeune patient peut se retrouver à 10, 15, 20% de fraction d'éjection en post-orage catécholaminergique et 48 heures plus tard, avoir un cœur qui est parfaitement normal et qui est greffable et prélevable. Donc là aussi, le message, c'est des complications qui sont attendues, réversibles, et il faut savoir attendre. C'est très important. Les complications rénales. Vous pouvez avoir des atteintes tubulaires directes, secondaires de désordre hémodynamique, il y a de l'hypoperfusion, de la nécrose tubulaire aiguë également. Il n'y a absolument pas d'effet délétère de mettre de la noradrénaline pour améliorer la perfusion du rein, mais ça, on verra que la prise en charge du donneur, c'est une prise en charge comme tout patient, être pris en charge comme tout patient donneur d'organes, avec 65 de PAM pour assurer une perfusion optimale et minimale de chaque organe. Donc, il y a bien sûr un effet bénéfique de maintien de la pression de perfusion rénale. Et voilà pour le rein. On verra encore une fois le diabète insipide. Pour l'atteinte pulmonaire, vous allez avoir plusieurs éléments qui peuvent rendre votre malade, d'une part, hypoxémique et rendre les poumons plus ou moins prélevables ou pas. Donc l'atteinte pulmonaire, elle est multifactorielle. On l'a vu, les causes de mort encéphalique sont des causes traumatiques. Donc ça peut être très bien des patients qui ont eu un traumatisme donc crânien, mais aussi thoracique, avec des contusions pulmonaires, du blast, des hémopneumothorax. Donc là, on voit une belle image de contusion pulmonaire bilatérale. Vous pouvez avoir de l'œdème aigu du poumon, de l'OAP dit neurogénique, on verra la physiopathe tout à l'heure, donc de l'œdème du poumon, qui est lié à la fois à l'OAP neurogénique et aussi à de la dysfonction cardiaque sur la sidération myocardique qu'on a vu tout à l'heure. Dans ces cas-là, c'est un élément qui est aussi réversible, tout comme l'OAP neurogénique. Le malade a pu inhaler. C'est des malades qui ont des lésions cérébrales, qui ont pu être dans le coma à domicile avant d'être intubés, ventilés. Ils ont très bien pu inhaler, donc vous pouvez avoir des pneumopathies d'inhalation et des pneumopathies tout court liées à leur histoire
de malades de réanimation. L'OAP neurogénique, donc il est en lien direct avec l'augmentation de l'hypertension intracrânienne, avec une hypertension sympathique qui va stimuler les récepteurs alpha et bêta, et donc in fine, sur la stimulation des récepteurs alpha, avoir une augmentation des pressions des capillaires pulmonaires par la vasoconstriction périphérique et pulmonaire, et via les récepteurs bêta, en lien avec l'ischémie myocardique et l'insuffisance ventriculaire gauche liée à la sidération myocardique. Tout ça va induire, ces deux éléments vont induire des lésions endothéliales avec une augmentation de la perméabilité des capillaires pulmonaires et de l'œdème du poumon. Ok. Ça, encore une fois, c'est très spécifique, mais c'est pas rare. Pas rare. Notamment quand vous avez un patient, j'ai encore une image en tête d'un jeune patient d'une vingtaine d'années en état de mort encéphalique, qui était très très hypoxémique, ventilé en 100% des FiO2 et sans hypothèse diagnostique. Et finalement, quand vous faites la radio, vous avez du jour au lendemain deux poumons blancs. Donc ça, clairement, c'est de l'OAP neurogénique. Et il y avait clairement une partie cardiaque également, parce qu'il avait une fraction d'éjection qui était effondrée, ce qui n'était pas du tout normal à 20 ans, juste sur une hémorragie méningée et un état de mort encéphalique. Ok. Les perturbations du système de l'axe de l'atteinte hypothalamo-hypophysaire. Donc, on l'a vu, la thyroïde, la corticosurrénale, et on va aborder le sujet qui vous intéresse tant depuis le début, le diabète insipide lié à la perte de sécrétion d'ADH. Et donc, on va mettre fin au suspense intenable du diabète insipide qui, effectivement, doit être pris en charge et peut être assez important dans le cadre des patients atteints de mort encéphalique. Donc, vous avez un arrêt de la sécrétion d'ADH, de vasopressine, qui va vous entraîner quel signe clinique? Une polyurie, on y est. Une polyurie. J'alerte tout de suite sur, on va le voir, je ne sais plus si j'ai une slide dessus, sur les diagnostics différentiels. Donc, les critères diagnostiques, on a effectivement une polyurie. Le critère indispensable, je dis bien indispensable, c'est qu'il y ait une hypernatrémie. C'est-à-dire que cette polyurie, elle ne soit pas adaptée. Et elle est associée également à une hypoosmolarité urinaire, parce que quand vous avez un diabète insipide, vous allez avoir un arrêt de la sécrétion d'ADH et donc des aquaporines dans le rein qui restent ouvertes. C'est vraiment l'image d'un barrage dont on ouvre les vannes et on ne peut plus les refermer. Et donc vous allez uriner de l'eau libre, des urines qui sont non concentrées, d'où l'hypoosmolarité urinaire. Okay. Quelles sont les conséquences cliniques, et c'est ce sur quoi il faut lutter et traiter? C'est l'hypovolémie, ce qu'on ne veut pas, parce qu'effectivement, le malade va se déshydrater et vous allez avoir des désordres métaboliques liés à la polyurie, parce qu'on dit qu'on pisse de l'eau libre, mais on urine à la fois de l'eau libre et on perd du potassium, du calcium, et donc on peut avoir aussi des hypokaliémies assez sévères. Et ça ne s'arrête pas, sauf si on le traite. Donc, comment est-ce qu'on le traite? On le traite en compensant déjà. C'est-à-dire que si on a un diabète insipide qui est compensable avec des volumes de diurèse qui sont acceptables, on va hydrater le malade et donc lui apporter des solutés hypotoniques, du G5 ou G2,5 en grande quantité, et en essayant de compenser la perte urinaire. On apporte effectivement aussi du potassium et de la calcémie, et du calcium, pardon, pour contrôler la calcémie. Si on n'y arrive pas, dans le sens où si le volume de diurèse est tel qu'on n'arrive pas à compenser de manière raisonnable les apports hydriques, on peut être amené à mettre de la desmopressine, donc du mini-rein, pour justement arrêter cette polyurie. Ok, on donne de l'ADH de synthèse. Encore une fois, c'est pas délétère d'utiliser du mini-rein, mais si on n'en a pas besoin, on peut s'en passer. C'est-à-dire que c'est pas délétère, il est quand même décrit que le mini-rein peut donner des microtrombies pancréatiques
si on est amené à prélever le pancréas. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de mini-rein, je dis que tout simplement, si, on peut simplement, s'en passer et en compensant la diurèse par des solutés hypotoniques, quand je dis on peut y arriver, c'est-à-dire que si le patient fait 2 litres de diurèse en 30 minutes ou par heure, vous allez pas demander, de mettre 2 litres de G2/5 en 1 heure avec des poches de contre-pression pour contrôler le diabète insipide. D'accord? Le Minirin, en tant que desmopressine, il a une activité vasoconstrictrice. Non, pas tellement. Pas tellement. En tout cas, c'est pas ce qu'on observe quand on l'utilise. Ok. C'est des petites doses, hein. C'est des 0,5, 1 gamma. Et surtout, après, comment vous allez monitorer votre volémie? Vous la monitorez par des ionogrammes, ou par des gaz du sang sur lequel figure la natrémie. Que ça, c'est quand même, on a une réponse un peu plus rapide. Mais l'objectif, c'est de maintenir une natrémie dans les ranges. On le verra pourquoi. D'une part, parce que il est important d'avoir un patient qui soit pas trop hypernatrémique pour faire le diagnostic paraclinique de mort cérébrale. Parce que si vous avez un malade à 170 de natrémie, vous pouvez quand même remettre en cause vos électroencéphalogrammes d'un malade qui est profondément déshydraté. Et d'autre part, les hépatocytes n'aiment pas les variations brutales de natrémie et être très en hypernatrémie. OK. Et donc le mini-rein n'altère pas non plus la reprise du fonctionnement rénal. C'est juste une hormone, hein, donc c'est pas ça a une action indirecte sur le rein. Les diagnostics différentiels. Vous pouvez avoir un malade polyurique sans que ce soit un diabète insipide. Pour rappel, des traumatisés crâniens ou des patients qui ont été en HTIC, on a pu leur donner du mannitol ou des solutés hyperosmotiques, ça qui peuvent par eux-mêmes, et c'est leur objectif, d'induire une polyurie. Ils ont pu avoir des diurétiques, bon ça c'est quand même souvent moins le cas. Ou ça peut être adapté chez des patients qui ont été, qui sont passés par des phases, d'hypovolémie, d'état de choc hémorragique dans le cadre d'un polytraumatisé, qui ont été, allègrement remplis, au déchocage, au bloc opératoire ou en réanimation et du coup, c'est une réponse adaptée, une fois que le traitement de la cause a eu lieu, d'avoir une polyurie. Et donc, on revient sur des critères de diabète insipide. Donc, c'est des urines très claires et une hypernatrémie ou une augmentation très rapide de votre natrémie. Ça, on l'a. Sur le iono, les bandes, voilà. Ouais, mais en fait, la densité, elle est quand même moins fiable qu'un ionogramme urinaire. C'est-à-dire que le ionogramme urinaire, tu peux l'avoir rapidement, tu peux calculer l'osmolarité. En pratique, moi, j'ai pas besoin réellement d'avoir l'osmolarité urinaire. Vous pouvez la faire, c'est intéressant de la faire. En pratique, si vous avez une variation très rapide de votre natrémie, qui est pas du tout adaptée, avec un patient qui urine des grands volumes, avec une urine qui est claire, dans un contexte bien sûr de mort cérébrale, ça peut suffire à faire le diagnostic. Mais attention, juste, il faut quand même qu'on vous forme, je veux dire, sur des grands principes. La densité, c'est pas faux de faire une densité urinaire, elle sera effondrée, elle sera inférieure à 1. Donc c'est l'équivalent d'un iono-U. En pratique, vous pouvez faire les deux. Moi, je trouve que c'est quand même toujours plus fiable de faire un iono-U que de regarder une bandelette sur un code couleur. Mais effectivement, c'est pas faux, c'est valable. Vous pouvez faire une bandelette urinaire. Mais c'est plus difficile à interpréter. Voilà. Exactement, exactement. Et donc, du coup, dans ces cas-là, c'est quand même le contexte global qui l'emporte. Et le Iono-U, on l'a assez rapidement pour pouvoir, parce que ça évolue vite. Alors, ça évolue vite, je suis d'accord avec toi. Tu peux le faire un diagnostic a posteriori, mais encore une fois, c'est un peu pour la science. C'est-à-dire que globalement, si ça évolue tellement vite et que le malade il continue à pisser 3 litres après, Oui, tu as quand même ta t'attends réponse. pas le Iono-U pour faire le Tu n'attends Minirin. pas ton iono-U pour faire ton gaz du sang et ta natrémie, et tu n'attends surtout pas le iono-U pour hydrater ton malade. Tu te doutes bien que s'il a fait 4 litres en 2 heures, Il va falloir les remonter. il va bien falloir, il y aura un retentissement qui sera complètement indépendant de ton iono-U. OK? C'est juste pour vous donner des cadres diagnostiques.
l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, vous avez du coup un arrêt de l'hypothalamus avec une altération de la chaîne des glucocorticoïdes et des hormones thyroïdiennes. Et donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on préconise, c'est une substitution corticotrope chez un patient en état de mort encéphalique qui a besoin de catécholamine. C'est-à-dire que si vous avez besoin de mettre de la noradrénaline, probablement, il y a des facteurs d'hypovolémie, mais il y a aussi des facteurs hormonaux avec un déficit glucocorticoïde qui nous font mettre de l'hémisuccinate d'hydrocortisone à 200 mg par jour dès que vous devez mettre des catécholamines. Alors ça ne sort pas de nulle part. Ça sort d'une étude auquel nous avons participé, qui est sortie dans Critical Care, et qui portait sur quand même 300 donneurs en multicentrique. Vous voyez le nom de Fabrice Cook ici, c'était l'équipe d'ici, où on a administré 200 mg par 24 heures d'hémisuccinate des diagnostics de mort encéphalique. Et donc les résultats, vous allez avoir... Pardon. Ah, j'ai un petit carré rouge qui n'est pas apparu. Vous allez donc avoir chez le patient qui a eu de l'hémisuccinate d'hydrocortisone, de manière significative, ici, des patients qui sont sevrés de noradré et des patients dont la durée d'exposition aux catécholamines est significativement beaucoup plus faible. Donc ça, la conclusion, c'est que c'est des patients qui vont aller au bloc en étant sevrés de noradrénaline. Donc, il n'y a pas de différence sur la qualité des organes prélevés, mais simplement sur la stabilité du donneur. Donc, c'est des patients qui sont moins dépendants aux catécholamines pour aller au bloc opératoire. Aucun. L'objectif, c'est que tes organes soient perfusés. Peu importe. C'est-à-dire que, et de manière générale, quand on dit que ça sert à rien, c'est faux. C'est-à-dire que il peut y avoir une mauvaise sensibilité de ton organisme aux doses de catécholamine. Tout dépend de la cause. Moi, j'ai déjà vu un patient de 20 ans qui a passé une nuit sous 12 mg de noradré, 20 mg de noradrénaline, sur de l'ischémie-reperfusion majeure sur un traumatisme hépatique paquet, et qui a été sevré en 48 heures dès que le CIR s'était passé. C'est-à-dire que pour le moment, pour différentes causes, ça peut être un déficit en stéroïdes, ça peut être une acidose transitoire qui fait que ton corps n'est plus du tout sensible aux catécholamines et que tu dois avoir des doses très importantes pour être efficace, mais il n'y a à aucun moment une dose limite à dépasser. Ça n'a pas de rationnel. Et encore moins sur des organes à perfuser. D'accord. Alors après, encore une fois, tout dépend du contexte clinique. Mais là, il y a pas de borne à donner. C'est de la médecine au cas par cas. C'est comme si tu disais, chez tel malade, on doit jamais dépasser telle dose. Bah, ça dépend pourquoi. Je veux dire, on a un patient qui était sous 8 mg d'adrénaline, et 18 mg de noradrénaline le week-end dernier, sur un choc thyroïdien, très important, une acidose importante. Et puis, dans les jours qui ont suivi, ont été sevrés. Donc il y a pas de limite. Il faut juste savoir pourquoi est-ce qu'il a telle dose de médicament et toujours se rapporter au cas du malade. Mais pour l'organe, si le patient a 5 ou 6 mg de noradrénaline, c'est juste que ce qu'on va poser comme question, c'est est-ce que ce patient est transportable au bloc sous ces conditions-là et est-ce que ses organes sont bien perfusés? Parce qu'effectivement, si tu as un malade en état de syndrome de défense multiviscérale sous 10 mg de noradrénaline, dans ces cas-là, on va te mettre un veto au prélèvement. Parce qu'on va considérer que les organes que tu vas prélever ne sont pas de bonne qualité parce qu'ils ont trop souffert d'un syndrome de défense multiviscérale préalable. Mais justement, si tu as 10 mg de noradrénaline et que tes organes sont fonctionnels, c'est peut-être le moment d'accélérer les choses et d'aller rapidement au bloc, de peur que les organes ne deviennent plus prélevables. Donc ça peut être un critère d'accélération de transfert au bloc opératoire.
Effectivement, je vais dépasser, mais donc on a vu les critères cliniques, on a vu les conséquences du passage en état de mort encéphalique sur votre patient et les complications spécifiques. Maintenant, on va voir la phase réglementaire et paraclinique de mort encéphalique. Donc l'aspect réglementaire, on l'a vu. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi, la circulaire du 4 décembre 96, où le constat de la mort repose sur le caractère irréversible de la destruction de l'encéphale. On l'a vu, la destruction du tronc cérébral qui donne donc l'absence des critères cliniques, avec une absence totale de conscience, pardon. Donc le patient est bien dans le coma Glasgow 3. Ça paraît évident, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et on est parfois appelé dans les services pour des patients état de mort encéphalique qui sont pas intubés. Donc, il y a quand même un besoin de pédagogie important sur qu'est-ce que la mort encéphalique. Donc, c'est des patients qui sont dans le coma Glasgow 3, qui n'ont plus d'activité motrice spontanée, avec une abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, une abolition de la ventilation spontanée, on l'a vu puisque vous avez fait l'épreuve d'hypercapnie qui est positive. Et vous allez avoir aussi, pour faire ce diagnostic-là, et je dis bien en France et pas dans les pays anglo-saxons, la nécessité d'avoir un examen paraclinique qui atteste le caractère irréversible de la destruction de l'encéphale. Donc en France, on peut faire plusieurs examens, enfin, on fait un examen, mais parmi plusieurs auxquels on a le choix. On peut faire des électroencéphalogrammes. On le verra. Donc, je vais pas spoiler. Donc, un examen paraclinique pour confirmer le diagnostic de mort cérébrale. Il faut bien sûr éliminer les facteurs confondants. Donc, d'une part, les facteurs confondants au coma, donc les troubles métaboliques sévères, hypo-hypernatrémie, hypoglycémie, hypothermie sévère. Hein, quand vous avez un malade qui est très sévèrement hypotherme, vous pouvez avoir l'équivalent d'une burst suppression et des électroencéphalogrammes qui sont plats, voire des réflexes du tronc cérébral qui sont abolis transitoirement. Vous pouvez avoir les intoxications médicamenteuses qui entraînent une non-interprétation des électroencéphalogrammes. Donc, on l'a vu, le diagnostic paraclinique peut reposer sur les électroencéphalogrammes. Donc là, on parle de 2 EEG d'une durée de 30 minutes réalisés à 4 heures d'intervalle et qui montrent effectivement un EEG plat malgré des stimuli auditifs et visuels. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus faire. On leur ouvre les yeux et on leur envoie des flashs lumineux avec un tracé qui reste réactif malgré les stimuli. Alors, il peut y avoir des faux positifs, et justement, c'est ces étiologies-là qu'il faut éliminer avant de faire les EEG. Et c'est parfois pour ces raisons-là qu'on privilégie plutôt d'autres examens type angioscanner quand on pense qu'on a des facteurs qui peuvent rendre faussement plat des EEG. Okay, si vous avez un doute sur un EEG plat, parce que vous avez des facteurs confondants que vous ne pouvez pas de manière formelle éliminer, privilégiez l'angioscanner. Et à contrario, si vous avez un angioscanner qui n'est pas totalement contributif, on le verra, vous pouvez rebasculer sur un électroencéphalogramme. OK. Alors, j'ai gardé cet examen-là parce qu'il est assez informatif. Donc, c'est l'artériographie qu'on ne fait plus parce que c'est quand même invasif pour mesurer, pour montrer l'absence de perfusion cérébrale. Mais je voulais laisser là pour vous illustrer ce que c'est la mort cérébrale. La mort cérébrale, ça reste, de par l'augmentation de la pression intracrânienne, un arrêt de la perfusion cérébrale. Donc, quand on fait une artériographie d'un patient état de mort encéphalique, là, vous avez une artériographie d'un patient normal. Et là, vous allez avoir l'artériographie d'un patient en état de mort encéphalique. Vous avez vu que le flux artériel s'arrête à l'entrée dans le crâne. Parce que vous avez une pique, une pression intracérébrale qui est supérieure à la PAM. Donc vous avez un mur de pression là qui fait que le cerveau n'est plus perfusé. Donc ça, on ne le fait plus, mais avant on le faisait. Et on a remplacé ça par un angioscanner avec un protocole de mort encéphalique qui est une acquisition d'un scanner cérébral injecté. Donc on injecte un produit de contraste et on fait un scanner 20 secondes après le début de l'injection. Et donc, vous allez avoir
normalement, si le patient est en état de mort encéphalique, une absence de perfusion cérébrale. Donc, vous allez avoir une disparition de perfusion des artères corticales droite et gauche et des veines cérébrales internes droite et gauche. Donc là, on a des veines et des artères qui vont donner un point si elles ne s'opacifient pas. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle un score de non-opacification qui doit être égal à 4. Donc ça, c'est les radiologues qui le font. Nous, on demande un scanner cérébral avec un protocole mort encéphalique et eux, ils vont signer du coup un certificat comme quoi vous avez un score de non-opacification qui est égal à 4 et donc que le patient est bien en mort cérébrale. Ce qui est important, c'est ça. Donc, c'est de s'assurer que le scanner cérébral a été bien injecté. Vous ne pouvez pas le voir en intracrânien parce qu'il n'y a plus rien qui arrive, mais vous allez avoir les artères temporales superficielles droite et gauche qui sont extracrâniennes, qui s'opacifient, ce qui atteste bien que le scanner a bien été injecté. Parce que vous allez le voir en pratique, là, on peut se demander si ce scanner-là a bien été injecté. Effectivement, il l'a été, parce que vous voyez ici les artères temporales superficielles qui s'opacifient. Donc là, vous avez une disparition des veines, de l'opacification des artères corticales et des veines corticales ici. OK? Et donc, vous avez un score de non-opacification qui est là, est égal à 4. Juste là, c'est une ancienne diapo parce qu'avant, il était égal à 6. Maintenant, on a simplement réduit. Je devrais mettre à jour le diaporama. Il n'y a plus ici, ici et ici. Vous avez juste les veines cérébrales internes, ici, et les artères terminales du cortex droite et gauche qui s'opacifient plus. Voilà. Le Doppler transcrânien, alors c'est bizarre parce que j'avais mis une autre diapo. Ah voilà. Je passe rapidement sur le Doppler transcrânien parce qu'il est absolument pas médico-légal. Il rentre absolument pas ni dans les critères diagnostiques. Simplement, il peut aider à prédire le passage en état de mort encéphalique. C'est-à-dire que ce qu'on recherche, c'est effectivement ce qu'on appelle un backflow, c'est-à-dire une diastole négative qui présage l'arrêt de la circulation cérébrale. Comment est-ce qu'on l'explique? Là, vous avez ici un Doppler transcrânien sur lequel vous mettez votre Doppler pulsé, et donc vous allez avoir un flux, vous allez avoir le flux qui va arriver vers la sonde, c'est-à-dire vous avez encore une petite perfusion cérébrale qui arrive vers la sonde, donc vous avez une systole, et par contre, vous allez avoir rapidement un flux qui fuit la sonde, avec le sang qui va faire un aller-retour parce que la pression est très importante dans la tête. Et donc, ce flux back de retour va vous donner ici une diastole négative, car vous allez avoir le flux qui va fuir la sonde. OK. C'est rare de l'avoir aussi beau. Je remercie Camille, ici présente, d'avoir donné les images du semestre dernier sur un de nos patients. C'est ce qu'on appelle un beau backflow. Donc là, est-ce qu'on est au clair sur les étapes cliniques, paracliniques? On a éliminé les facteurs confondants. Donc là, le patient est en état de mort encéphalique. J'ai une question. Oui. Un moment, concernant les examens paracliniques, tu as dit s'il y en a un des deux qui n'est pas contributif, on peut faire l'autre. Je sais plus c'était dans quel sens c'était. Si le scan, on n'est pas certain, on peut faire les EEG ou l'inverse. Alors, on n'est pas certain. C'est-à-dire que parfois, vous allez avoir soit des artefacts, soit des micro-perfusions cérébrales sur une seule des artères. Et donc, on ne peut pas signer, le radiologue ne peut pas signer le diagnostic d'état de mort encéphalique. Et donc, dans ces cas-là, soit on attend, parce que peut-être que l'enjeu scanner a été fait trop tôt, donc soit on attend, soit on peut faire des EEG. Et si les deux EEG sont plats et que tu n'as pas de facteur confondant, tu peux très bien avoir une micro-perfusion d'une seule artère cérébrale avec pour autant un EEG plat. Je prends l'exemple du patient qu'on a en ce moment en réa. Imaginons qu'on décide d'aller à un angioscan, bon, ce qui n'est pas la stratégie actuelle, mais voilà. Et on voit ce que tu dis, juste une micro-artériole qui passe quelque part, mais tout le reste, 0. Et après, on fait des EEG, les deux sont plats à 4 heures d'intervalle.
On peut parler quand même de mort encéphalique dans ce cas-là? Alors, on est enregistré, on va pas parler de ce malade-là, mais parce que c'est un cas particulier. Mais effectivement, alors tu prends pas celui qui t'arrange. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif de ces examens, c'est d'attester une absence de perfusion cérébrale, en tout cas qui est compatible avec un état de conscience. D'accord? Donc, on est obligé de mettre des critères fermes, c'est-à-dire de non-opacification d'artères. Mais si tu en as 3 sur 4 qui ne passent pas, tu ne peux pas signer. Donc, il n'est pas en état de mort encéphalique. Par contre, si avec 3 artères sur 4, tu as 2 EEG plats sans aucun facteur confondant, ce qui, là, pour le coup, de notre malade ne sera pas le cas, effectivement, si tu as 2 EEG plats, tu es en mort cérébrale. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas garantir à 100% que tous les malades qui ont 2 EEG plats ont un score de non-opacification qui est égal à 4. Mais il a bien 2 EEG plats. Mais là, attention sur les facteurs confondants. Puisque le EEG est quand même souffre plus de facteurs confondants, à la fois d'interprétation et de facteurs organiques qui peuvent rendre des EEG plats au rata d'un angioscan. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est notre raisonnement, on va dire, maison. C'est de dire que si vous avez un contexte médico-légal difficile, si vous avez une famille qui peut remettre en cause un diagnostic de mort encéphalique, il vaut mieux s'appuyer sur un angioscanner. Et si effectivement ton angioscanner passe encore, eh ben, tu attends et tu réitères l'examen. Et attention pour des patients qui ont eu des scanners injectés hors mort cérébrale, à des fins diagnostiques, et qui ensuite évoluent dans la mort cérébrale. Si vous faites un scanner à J1 d'un scanner qui a été injecté, vous allez avoir encore du produit de contraste trappé. Donc, il faut savoir aussi parfois différer l'examen pour être sûr qu'il n'y ait pas du produit contraste résiduel trappé d'un angioscanner précédent ou d'un examen précédent. Okay. Donc, une fois qu'on est en raccord sur l'examen paraclinique, donc là, on signe un procès-verbal donc de constat de mort encéphalique. Je ne vais pas vous le détailler parce que vous pouvez le lire sur l'écran, mais il reprend point par point tous les éléments que nous avons vus jusqu'à présent et il est signé par 2 médecins différents. Je me répète, mais simplement pour répondre à ta question, les critères d'homéostasie, de perfusion sont les mêmes que pour les autres patients. C'est un patient de réanimation jusqu'au départ du bloc opératoire, même s'il est déclaré décédé, qui bénéficie des soins de réanimation au même titre que tous nos autres patients. Le traitement des pneumopathies, effectivement, on peut traiter une pneumopathie et il faut la documenter dans le cas où les patients qui bénéficient de la greffe pulmonaire puissent bénéficier d'une antibiothérapie ciblée sur les germes qui sont présents dans le poumon, d'autant plus qu'ils seront soumis à des traitements immunosuppresseurs. Donc ça, c'est pareil, on se comporte de la même manière que pour nos autres patients. Attention juste, on est un peu plus, en tout cas un peu plus, on traite plus facilement des images, même si on n'a pas des critères cliniques, même si la pneumopathie en elle-même n'a pas de conséquences cliniques, ne parle pas sur le donneur. En vue de la greffe et de l'immunosuppression tardive, on fait des prélèvements, des PDP systématiques dans le cadre du prélèvement pulmonaire. Et ça peut modifier, encore une fois, l'antibioprophylaxie du receveur. Donc globalement, les règles générales, on l'a vu, voilà, c'est des critères qu'on peut transposer à nos autres patients. Plaquettes plus de 50 000, hémoglobine supérieure à 7. Tout ça, c'est pour aussi que le prélèvement se passe bien. C'est-à-dire que c'est quand même délétère d'emmener un patient donneur d'organes à 4 ou 5 grammes d'hémoglobine au bloc. OK? D'une part, pour la stabilité du donneur lors de la chirurgie de prélèvement qui peut être hémorragique. Il peut y avoir des plaies de vaisseau. Le dernier que j'ai fait il y a 48 heures, il y a eu une plaie de la rate lors du prélèvement hépatique. Donc il faut quand même donner un peu de réserve
aux patients donneurs pour le bloc opératoire. Euh, la petite particularité, là, je vois, j'avais mis un petit peu d'HNF dans l'utilisation de la desmopressine. Bah, par exemple, pour le donneur qui est passé au bloc mardi, effectivement, il y a eu un prélèvement du pancréas. Il avait eu du mini-rein la veille au soir à 22 heures. Et donc, on a fait 300 unités kilo d'HNF avant le clampage dans le but du prélèvement du pancréas. Donc, la conclusion, c'est qu'en fait, il faut faire comme nos autres patients. Les patients éteintement encéphaliques sont des patients comme les autres, à tout point de vue. Donc, les particularités, la prise en charge spécialisée, je pense que vous l'avez compris. C'est-à-dire que j'espère que vous sortirez de ce cours en étant des réanimateurs des anesthésistes réanimateurs qui savent prendre en charge des patients en étalement encéphalique avec leur spécificité. Et donc, dans ces cas-là, vous allez quand même améliorer la qualité des organes prélevés et la prélevabilité de vos donneurs. On va dire que les messages à retenir, c'est la ventilation protectrice, mais ça, vous le faites pour vos autres patients. Attention à l'épreuve d'hypercapnie avec les manips de respirateur, où on essaye de maintenir une PEP en inhibant la ventilation d'apnée pour éviter le dérecrutement pulmonaire. Le traitement de l'orage catécholaminergique, discutable, mais s'il se prolonge, il n'est pas aberrant de le traiter avec des bêta-bloquants de courte durée d'action. Et la corticothérapie substitutive, en cas de nécessité de support vasopresseur. Bon, j'ai dit qu'on ne parlait pas du Maastricht 3, on a un petit peu parlé au tout début, mais le Maastricht 3 arrivera à Mondor en début d'année 2025. Ça fera l'objet d'un cours particulier parce que je pense qu'il faut... Enfin, c'est une procédure compliquée et particulière et assez spécifique qui mérite à elle seule un cours. Mais en tout cas, elle vise à répondre à une demande croissante de greffe avec des patients quotidiennement qui décèdent sur liste de greffe en attente d'organes, sûrement aussi en lien avec une augmentation croissante du taux d'opposition. Et j'alerte juste, et c'est un message très important, il ne faut pas penser, le Maastricht 3 n'est pas fait pour ça, de convertir des patients qui sont en mort encéphalique. Il ne faut pas penser que le Maastricht 3 va inverser cette tendance et va permettre d'éviter et de faciliter les choses, d'éviter les passages en état de mort encéphalique, parce qu'il faut bien avoir dans l'arrière-pensée que les patients Maastricht 3, on ne peut pas prélever le greffon cardiaque. Et que si on part du principe que finalement il y a du Maastricht 3 et puis tant pis pour la mort encéphalique, on va avoir une pénurie très importante de greffons cardiaques. OK. Et en plus, la mort cérébrale, elle est physiologique. Le Maastricht 3 ne l'est pas. D'accord? Le Maastricht 3, c'est on va techniquer un malade qui va décéder d'un arrêt du cœur, mais c'est pas une évolution naturelle des choses. Il y a un aspect technique très important que nous n'avons pas dans la mort encéphalique. Donc éthiquement, ça peut poser également des questions. Juste sur maintenant le dernier volet, qui est un peu moins médical, mais qui est tout aussi important dans la prise en charge, c'est la gestion des familles. Donc déjà, sur quoi repose le don en France? Le don en France repose sur ce qu'on appelle le consentement présumé, c'est-à-dire de manifester de son vivant le désir ou le refus d'être donneur d'organes. OK? Le consentement présumé, c'est on part du principe que tout patient de son vivant qui n'a pas exprimé son refus est donneur d'organes. Donc, quelles sont les manières d'exprimer son refus de son vivant? On peut s'inscrire sur le registre national du refus, qui sera systématiquement consulté une fois que le patient est déclaré décédé, pour savoir si le patient, si c'est inscrit et avec le certificat de décès, comment ça se passe? Nous, avec le certificat de décès, on consulte le registre, on faxe le certificat de décès, le registre est consulté et on nous donne une réponse. Il n'est pas inscrit ou il est inscrit. Il est inscrit, ça s'arrête. Le patient n'était pas donneur. Mais ça, on ne peut le consulter et le savoir que quand le patient est déclaré décédé. OK? Juste une petite question qu'on n'a pas abordée, mais à quel moment vous déclarez votre patient décédé? À quel moment vous signez un certificat de décès chez un patient état de mort encéphalique?
Il faut choisir. Alors, ok, je comprends ta réflexion. Très bien, c'est très important. En fait, je devrais faire une slide dessus. Euh, Tu ne peux pas signer le certificat de décès juste après l'examen clinique. Je suis d'accord avec toi qu'une fois que le patient est en état de mort encéphalique clinique, il ne peut plus vivre sans nos machines, mais il est légalement vivant. Parce que tu n'as pas attesté de l'arrêt de son fonctionnement cérébral, donc il n'est pas en état de mort encéphalique, et son cœur bat toujours. Actuellement en France, légalement, on a deux moyens d'être déclaré décédé. Soit par arrêt du cerveau, qui en France passe par examen clinique et paraclinique, c'est la mort cérébrale, soit par arrêt cardiaque. Si tu te contentes uniquement de l'examen clinique, donc de l'absence des réflexes du tronc, légalement, il n'est pas décédé. Parce que son cerveau est encore considéré comme vivant, parce que tu n'as pas attesté de l'arrêt de fonctionnement du cortex par ton examen paraclinique, et ton cœur est battant. Donc tu ne peux pas signer ton certificat de décès à ce moment-là. C'est le cas en France, ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, on peut déclarer un patient décédé après arrêt, après avoir attesté que son tronc cérébral ne fonctionne pas. En France, ce n'est pas possible. OK? Donc, on peut le déclarer après l'obtention des examens paracliniques, c'est-à-dire l'angioscanner qui ne passe pas ou les deux EEG plats. Donc, l'heure du décès, c'est l'heure d'interprétation de ces examens-là. Donc, c'est l'heure de compte-rendu du radiologue qui dit qu'il a un score de no-pacification à 4 ou de l'EEGiste qui va dire, bah voilà, mon deuxième EEG est plat à telle heure. Et c'est à cette heure-là que tu signes le certificat de décès, pas avant. OK? Est-ce que ça, c'est bien clair? C'est très, très important. Une toute petite modification, mais pour que vous le sachiez, mais en pratique, ça ne change pas grand-chose. On est confronté à un taux d'opposition qui est très important quand même. Et pour essayer d'étayer un peu la traçabilité de cette opposition et les raisons, l'agence a demandé depuis 2016, lorsque la famille exprime un refus, de notifier par écrit les circonstances du refus. C'est-à-dire que globalement, si le patient ne s'est pas inscrit sur le registre national du refus, on va essayer de savoir auprès de la famille si le patient avait parlé de son choix. Bon, dans la plupart du temps, il n'en a pas parlé. Mais s'il en a parlé et que c'est un refus, on demande simplement à la famille de nous signer une feuille pour nous dire: «J'atteste, que, bah, mon proche, m'avait fait part, de son refus du don d'organes lors d'une discussion», voilà. Bon, il y a des coordinations hospitalières où finalement, on ne demande pas directement aux familles de le signer, c'est la coordination qui remplit ce papier-là suite à un entretien avec la famille. Nous, on les fait signer, mais ça n'a absolument pas valeur légale, c'est à but informatif, mais ça permet quand même aux familles l'arrière-pensée, c'était de dire: «Je dis pas juste non et puis on s'en va et c'est fini». C'est un non qui a une valeur importante. C'est la transcription de la volonté de son proche. Voilà. Donc maintenant, c'est inscrit dans les textes de loi, depuis 2016. Ça, c'est l'inscription sur le registre national du refus. Vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez choisir les organes que vous voulez ou non donner. Donc c'est pas ça peut être, oui, mais, d'accord? Et c'est révocable à tout moment. Voilà, petite note pour finir. Est-ce que vous avez des questions? Question, d'un point de vue technique, est-ce qu'il y a une particularité au niveau des abords vasculaires, cathé voie centrale des sites d'insertion pour les Très bien, bonne question. Il faut quand même privilégier ouais, je suis toujours en cours. J'ai fini là bientôt. Juste arrêter je vais essayer de répondre à la question. Il faut privilégier les abords CAF-STUP pour, simplement pour le clampage.
uniquement. Parce que sur la partie technique du bloc opératoire, vous allez avoir des clampages successifs avant la montée des canules de refroidissement. Et donc, ça te permet quand même d'avoir un monitorage artériel que tu peux perdre très rapidement lorsqu'ils vont clamper les veines ou l'aorte en cave inférieure. Voilà. Ok. Donc, plutôt artère radiale et cathéter central en cave sup. Ok. Et si le patient il avait déjà, par exemple, Et juste des cathéters fémorales, on les change. on les change. Ok. D'autant plus que le malade va être champé et désinfecté, on va dire, d'autant plus que tu peux avoir des prélèvements de tissu pour lesquels tu peux avoir des abords fémoraux pour les vaisseaux, pour des tendons. Et donc, globalement, une fois que les penseuses vont faire le badigeonnage à la bétadine, elles vont le badigeonner de la tête aux pieds, et que si tu as des cathéters, tu es non stérile. Donc, il faut laisser les cathéters du côté du champ de l'anesthésie et plus du tout du côté chirurgical. Ok. Ok. Je vais arrêter l'enregistrement. Comment on fait autre? Non, autre.